Bonsoir, Bonsoir merci madame, d'être avec nous. c'est moi qui vous remercie davantage. Y a-t-il aujourd'hui un message à décrypter derrière la mort du secrétaire général du MFDC, Abdou-Elinkine Diatta? Bon, il y a un arrière-plan qu'on peut passer au crible, passer au peigne fin, mais il est bon aussi de dresser un peu le portrait, ne serait-ce que brièvement, de l'homme et de planter un peu le décor de son itinéraire, c'est-à-dire de son odyssée dans le mouvement. Alors au début des années 80, donc nous sommes en 82, Oui. la lutte armée a commencé en Casamance, sous l'égide de Diamacoune et de Sidi Badji, qui étaient les dinosaures de ce mouvement. Lui, tout jeune, il s'est engagé. Alors il est originaire du nord de la région de Ziguinchor, qui correspond au département de Bignona. Son père ayant servi à Elinkine, il porte le nom, disons le surnom Elinkine, Abdou Elinkine, bien qu'il soit originaire du nord de la région de Ziguinchor, je le répète donc Bignona. Oui. Et à un moment donné, lorsque Diamacoune a commencé à négocier peu ou prou avec le gouvernement sénégalais, alors lui, il est entré dans la danse, passez-moi l'expression, mais dans le sillage de Diamacoune, dont il a été un très proche collaborateur. C'était quelque chose comme un porte-parole, un factotum, Oui. un porte-serviette pour Diamacoune. Il était soudé à l'abbé Diamacoune. Et on peut dire que celui qui a été assassiné à Moulump avait quitté le maquis armé et cantonné dans la brousse. Il était dans le maquis de la cité, c'est-à-dire le maquis urbain de Ziguinchor. Oui. Alors, Sa mort peut aujourd'hui être un facteur bloquant par rapport au processus de paix en Casamance? je ne le pense pas, parce que le personnage était un peu atypique. Certes, il avait pris les armes à un moment donné, mais à un moment donné aussi, il s'était installé en ville. Et dans la galaxie du MFDC, où vous avez des extrémistes et des modérés, lui, il se livrait à un jeu de bascule. Tantôt il était faucon, tantôt il était colombe, etc. Alors donc, le personnage est un peu atypique. Il n'est pas facile de le situer, mais globalement, il était bien en relief, hein, il était assez emblématique dans le sillage de l'abbé Diamacoune. Et sur le plan de la doctrine séparatiste, lui, il était partisan d'une indépendance de la Casamance, mais par le biais de la négociation et non par le truchement des armes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Prôner l'indépendance et quelque part rejeter la violence? Ah, mais vous savez, la lutte politique n'est pas rectiligne, hein, ce n'est pas un chemin rectiligne. Hein. On peut emprunter plusieurs chemins, l'essentiel c'est d'arriver au but. Est-ce que ce crime profite aujourd'hui à quelqu'un? Dans le contexte actuel, il n'est pas facile de lire le tableau des réalités qui sont là, c'est-à-dire donc qui représentent le contexte dans lequel lui, il a trouvé la mort. Là, c'est aller vers les motivations. Or, les motivations sont un peu obscures. Il y a d'abord l'accalmie en Casamance, qui n'est pas synonyme de paix, ça il faut le dire. Bon, il y a le départ, l'effacement de Yahya Jammeh, donc la perte de tutelle de la Gambie du côté de Salif Sadio. Elinkine et Salif Sadio sont des rivaux dans le département de Bignona où ils évoluent ensemble. Alors, il y a César Atoute Badiat qui est resté dans la brousse, qui garde les armes, qui ne se rend pas et qui a des contacts avec Bissau. Justement, du côté de Bissau aussi, on a signalé quelques conciliabules un peu obscures. Vous savez qu'il y a des intermédiations d'origine extérieure. Je pense à Sant'Egidio à Rome, je pense au HD de Genève. Et moi, d'après mes informations, ces derniers temps, il y a eu des conciliabules entre MFDC et quelques visiteurs étrangers. Dans un contexte où la Guinée-Bissau a d'autres chats à fouetter, parce que là-bas, il y a une atmosphère électorale, préélectorale électrique. Donc, vous voyez, il y a une ambiance dans laquelle des pêcheurs en eau trouble peuvent pêcher avec aisance. Est-ce que cette accalmie aujourd'hui peut s'expliquer par l'approche du régime qui est venu depuis 2012, du régime du président Sall, d'internationaliser la négociation? Non, l'internationalisation avait commencé déjà avant Macky Sall. Sous Diouf, d'abord, Sant'Egidio avait frappé timidement à la porte, mais je crois que Diouf n'a pas été preneur. Sous Wade, Sant'Egidio s'est peu ou prou impliqué, mais c'est effectivement avec Macky Sall que Sant'Egidio est entré vraiment dans le vif du sujet, passez-moi l'expression, c'est-à-dire c'est installé au cœur de la négociation. C'est aussi avec Macky Sall que HD de Genève aussi s'est installé au cœur de la négociation. C'est avec aussi Macky Sall que Robert Sagna a été chargé de mission, disons de mission de facilitation. Donc en ce moment, il y a des interventions plurielles qui peut-être, comme vous dites, structurent aujourd'hui l'accalmie. Si on a vu ce qui s'est passé sur place, est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui de pousser certains acteurs à vouloir se retirer, ceux en tout cas qui étaient en train d'œuvrer pour la paix sur place?
Non, je ne le pense pas. D'abord parce qu'une négociation n'est pas une entreprise facile. Oui. On ne se décourage pas très vite. Deuxièmement, les assassinats sont toute une histoire au sein du MFDC. Hein. Bon, peut-être l'actualité d'aujourd'hui pour les jeunes, c'est quelque chose de nouveau. Mais nous qui avons suivi ce dossier depuis très longtemps, nous savons que la vague d'assassinats a longtemps ponctué, jalonné le combat du MFDC. Tenez, en 1993, il y a eu des négociations sous le régime d'Abdou Diouf. 1993 déjà. Alors, à l'époque, la guerre était à son paroxysme entre l'armée nationale et la guérilla du MFDC. Alors, donc, il y a eu des démarches souterraines qui avaient débouché sur des contacts plus ou moins fructueux. Et à un moment donné, on a convoyé le numéro 2 de l'état-major du MFDC, c'est-à-dire Léopold Sagna, qui était l'adjoint de Sidi Badji, chef d'état-major. On l'a convoyé de la brousse, tenez-vous bien, par Fokker, jusque dans le bureau d'Abdou Diouf. C'était un épisode mal connu, les gens ne le savent pas. Oui. Abdou Diouf l'a reçu vers le crépuscule, dans son bureau. Il venait directement du Mali. Mais dès qu'il est rentré, il a été arrêté et assassiné par le groupe de Salif Sadio. Ce qui s'est passé également avec Omar Lamine Badji. Ce qui s'est passé... Bon, non, attendez, Omar Lamine Badji... Qui a été également assassiné. Non, Omar Lamine Badji était un membre éminent du du PDS. Il a été président du conseil régional. Donc, de prime abord, moi, je ne peux pas le cataloguer comme un MFDC. Ça, ce serait aller trop loin. Mais il a été assassiné dans des conditions obscures, tout autant que le shérif aussi de Mahmouda qui était dans la négociation, le shérif Samsedine. Alors, comment l'État devrait aujourd'hui gérer cet épisode-là? L'après-assassinat d'Abdou Par rapport à la négociation, parce qu'on sait qu'au moins avec cette branche-là, il y a eu des démarches qui avaient été effectuées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État devrait adopter une posture quelconque par rapport à cet épisode-là? Est-ce que Abdou Elinkine Diatta était vraiment partie prenante pleinement de la négociation? Parce que je vous dis que le personnage était un peu atypique. Il était un peu un électron libre dans ce mouvement, dans la galaxie du MFDC, qui est par-dessus le marché une galaxie fragmentée. Et là où il y a les fragmentations, les étincelles ne sont pas loin. Alors donc, c'est dire jusqu'où le MFDC représente un casse-tête. Alors lui, était-il vraiment partie prenante? Je ne le pense pas. Parce que l'homme, passez-moi l'expression, était instable. Certains de ses détracteurs disaient d'ailleurs qu'il était d'une certaine instabilité mentale. Bon, je n'ose pas parler de folie, mais certains disaient qu'il était d'une certaine instabilité mentale. Concrètement, aujourd'hui, que pèse la rébellion, concrètement? Sur le terrain? Oui. Bon, il y a la calme. Est-ce que le rapport de force est en faveur de qui? Non, le rapport de force est en faveur du gouvernement sénégalais, par chance et par bonheur. Hein, et j'allais même dire que par hasard, dans ce sens que un concours de circonstances a joué favorablement au profit du gouvernement. L'effacement de Yahya Jammeh, par exemple, c'est une dimension de pacification du dossier très importante. Alors, sur le plan militaire, l'armée a bien encaissé le choc et a bien contenu le mouvement. À la différence de ce qui se passait en Angola et de ce qui se passait au Sud-Soudan, l'armée sénégalaise a été si efficace que le MFDC n'a jamais contrôlé ni libéré des territoires. Le MFDC n'a jamais pu prendre une sous-préfecture et y rester face aux blindés sénégalais, à l'aviation et au commando. Non. Naturellement, la guérilla était meurtrière. On a eu comment on appelle ça encore, des batailles particulièrement meurtrières du côté de l'armée sénégalaise. Alors, mais j'avoue que le mouvement était bien endigué sur le plan opérationnel. Alors, sur un tout autre registre, je vous en prie. Que vous inspire aujourd'hui le débat sur l'éventuel troisième mandat du président Macky Sall? Vous savez, c'est un débat qui met en avant des arguments qui eux-mêmes comportent plusieurs facettes. Et les arguments sont de valeur variable, passez-moi l'expression. Mais moi, je vais vous dire les choses en termes très simples. Si on prend en compte le texte tel qu'il est libellé, si on met en avant la légalité d'une éventualité de troisième mandat, je crois que ceux qui défendent ce point de vue ne manquent pas d'arguments. Dans la mesure où il y a anguille, non pas sous la roche, mais anguille dans la Constitution. Vous savez, cette Constitution est un chef d'œuvre d'ambiguïté claire ou de clarté ambiguë. Non, il y a tout dedans. Pour aller vite, on nous dit par exemple que, ça c'est l'une des dispositions, on nous dit par exemple que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais encore faut-il s'entendre sur le sexe des mandats. Exactement. Mandat quinquennat ou mandat septennat. Le président parle de son premier quinquennat. Oui, donc lui il choisit les mots et il les choisit en termes très clairs et très précis. Et il ne se trompe jamais, il ne trébuche jamais. Il ne dit jamais septennat, il dit toujours mon premier quinquennat. C'est comme si le septennat était évacué. Ou bien mon deuxième mandat.
Ouais, il ne dit pas non plus mon deuxième mandat. Il ne dit pas mon second, mais il dit mon deuxième mandat. Très bien. Alors donc, on est au paradis des ambiguïtés. Alors comme je le disais tout à l'heure. Alors, il s'y ajoute que cette constitution, vous savez, elle est rédigée dans une langue d'emprunt. Elle n'est pas rédigée en saraxolais, encore moins en diola ou en wolof. Alors, on nous dit nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Bon. On nous dit que c'est clair. Moi, je me dis que ce n'est pas clair. Maintenant, au-delà de l'ambiguïté, aujourd'hui, est-ce que la jurisprudence aussi... Attendez, l'ambiguïté est capitale. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. On ne s'entend pas sur le sexe du mandat. Alors qu'on avait une solution, toujours par la sémantique et par le français. On aurait pu ajouter, non pas une phrase entière, mais un fragment de phrase, du genre, y compris le mandat en cours. Ce serait peut-être de la redondance, de la tautologie. Mais au moins, ce serait un vecteur de paix. Et la paix n'a pas de prix. S'il le faut, on écrit mal la langue française, mais on aboutit à la paix. Il fallait ajouter simplement, y compris le mandat en cours. Mais on ne l'a pas voulu. Je sais certes qu'on ne peut pas écrire une constitution comme on écrit une encyclopédie. Vous pensez que c'est fait à dessein? En tout cas, je dis encore, il n'y a pas anguille sous la roche, mais il y a une anguille dans la constitution. Maintenant, au vu des ambitions qu'il a aujourd'hui de développer le Sénégal, aussi bien au sein de son parti, de sa coalition, que même sur le plan économique, quels peuvent être les inconvénients d'installer un tel débat aujourd'hui au cœur de l'espace? Vous savez, moi, je suis un démocrate jusqu'au bout des ongles et un républicain jusqu'à la moelle épinière. Donc, pour moi, il est interdit d'interdire en démocratie. On peut débattre de tout ce que l'on veut en démocratie. Oui. Les acteurs politiques ont la liberté d'expression parce que nous avons opté et pour la démocratie et pour la République. Seulement ici, on est au carrefour, comme vous dites tout à l'heure, on est au carrefour des exigences de liberté d'expression et maintenant des servitudes de la politique. Lorsque vous appartenez à une formation politique, la formation politique, c'est comme une phalange. Je n'ose pas dire une armée, mais c'est comme. Donc il y a un minimum de discipline, il y a des textes, il y a des statuts, il y a un chef, il y a une hiérarchie, etc. Donc si le président dit « mes hommes n'en parlez pas », ça c'est au niveau de la paire. Mais les Sénégalais peuvent en parler quand ils veulent et comme ils veulent. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Maintenant, au niveau de son parti, les gens qui ont accepté d'être dans la majorité, qui ont accepté d'être dans l'APR, alors eux, ils ont peut-être ces servitudes-là de silence. Mais l'homme de la rue, le Sénégalais libre, la société civile, vous et moi, observateurs et journalistes. Est-ce que c'est une volonté d'étouffer aujourd'hui le débat sur le Dauphinat, sur les ambitions des uns et des autres? Encore une fois, on n'a pas le droit d'étouffer en démocratie des ambitions. Les ambitions sont légitimes dans une république. Oui, c'est le principe, maintenant la réalité. Oui, mais la réalité, c'est qu'on est dans un parti. Et ceux qui ont accepté d'être dans Benno Bokk Yakaar, ceux qui ont accepté d'être dans l'APR, ils en acceptent les servitudes et les rigueurs disciplinaires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs un intellectuel digne de ce nom s'éloigne des partis. Le professeur Raymond Aron disait, le parti non seulement c'est le parti pris, mais le parti c'est l'étau et le corset. Mieux vaut ne pas aller dans un parti si on veut rester libre. Donc du côté de l'APR, le président peut dire « je veux ça ». Mais du point de vue de la nation sénégalaise, il ne peut pas interdire un débat sur le 3e mandat. Il n'est ni prématuré ni tardif. Il peut intervenir à tout moment. Ce même débat pollue également l'atmosphère en Guinée avec le président Condé. Mais la Guinée, c'est une autre paire de manches. La Guinée a une autre trajectoire historique. Son parcours a été très heurté. Sékou Touré, Lansana Conté, Kambouaro, etc. Mais il s'agit toujours d'un 3e mandat en question. Bien entendu, dans ce cas précis, il s'agit d'un 3e mandat et c'est navrant. Et en gestation aussi en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est navrant parce que vous savez, le professeur Alpha Condé n'est pas n'importe qui par rapport à ses prédécesseurs. En tout cas, son odyssée en parle et en révèle bien des choses. Il a été dans l'opposition contre Sékou Touré, la tyrannie de Sékou Touré, comme il disait. Dans l'opposition contre Lansana Conté. Alors, il s'est affronté à Lansana Conté, qu'il a arrêté, qu'il a emprisonné. Alors, donc, il a connu les rigueurs du combat politique, l'emprisonnement, procès et tout. Oui. Il a été surtout à la FEANF, dont il était l'une des têtes pensantes. Voilà un homme, donc, qui, sur le plan de la démocratie, sur le plan des valeurs de la bonne gouvernance et autres, aurait dû être vraiment un éclaireur de pointe. Mais aujourd'hui, il mène un combat un combat d'arrière-garde vraiment triste. Alors, moi j'en suis particulièrement surpris. Parce que lui, il doit mener un combat d'avant-garde pour la démocratie. Ensuite, il a un discours qui est quasi messianique. Sans moi, la Guinée est par terre. Après moi, c'est le déluge. Mais entre nous, combien d'indispensables sont au cimetière et le monde marche? On a succédé à l'empereur Haïlé Sélassié. Et le tombeur d'Haïlé Sélassié lui-même a été remplacé. Et celui qui l'a remplacé aujourd'hui, il est détenteur du prix Nobel de la paix. Mais donc nul n'est indispensable. Cette tentative de vouloir toujours briguer un mandat de trop, entre guillemets, en Afrique, est-ce que c'est seulement pour des intérêts
de patriotisme pour faire développer un pays, ou bien est-ce que vous n'y voyez pas une ingérence occidentale? C'est un cocktail. Depuis le discours de la Baule, discours à partir duquel Mitterrand nous avait imposé l'ouverture politique, l'ouverture démocratique, oui, le multipartisme, etc., l'ingérence est patente. D'autant plus que les chefs d'État qui n'avaient pas obtempéré, Moussa Traoré et Hissène Habré, ont été balayés par le même Mitterrand. Alors c'est donc dire que quelque part il y a une ingérence. Mais allons plus loin, d'un point de vue plus scientifique. Vous savez, le troisième mandat ne doit pas être une fixation. Il y a des pays démocratiques où la Constitution ne limite pas les mandats. Oui. Mais le problème de fond qu'on a, c'est que est-ce que les élections africaines sont sincères? Parce que si elles sont sincèrement pilotées, je crois que personne ne peut faire 3 mandats. Si le peuple aussi sait voter, si on n'a pas un bétail électoral, mais un vrai corps électoral, personne ne peut faire 3 mandats. Parce que la démocratie, quand même, c'est une forme de lubrification des institutions. Il est important aussi d'avoir des institutions fortes, parce que très souvent, on entend le Conseil constitutionnel dire, quand il est saisi sur certaines questions, qu'il est incompétent. Il arrive quelquefois que le peuple doute même de ces institutions. Ouais, mais là, c'est les acteurs politiques qui sont coupables au premier chef. Tenez ce qui s'est passé l'autre jour à Massalikul Jinan. Ces retrouvailles entre Ablaye Wade et Macky Sall. Retrouvailles ou réconciliation? Comme vous voulez. On peut s'en féliciter du point de vue de ce que cela induit comme décrispation, comme détente, comme dégel, etc. Mais moi, je ne suis pas tout à fait content. Pourquoi? Ah non, parce que ça s'est passé en dehors des institutions. Moi, j'ai horreur des solutions extra-institutionnelles. Les solutions qui mettent en rate les institutions. Il y a des institutions non constitutionnelles. C'est pour répondre à madame. Si les institutions jouaient pleinement leur rôle, alors ça ne se passerait pas dans une mosquée. On a un gouvernement, on a un conseil économique et social, même si l'appellation a changé un peu. On a un haut conseil des collectivités locales, 3e institution de taille. On a l'Assemblée nationale, institution d'essence constitutionnelle, comme disait Michel Debré. Alors, et on a le dialogue national inclusif. On a mobilisé deux grands serviteurs de l'État, comme Famara Ibrahima Sagna et le général Mamadou Niang. Et maintenant, on a trouvé la solution à Massalikul Jinan. Oui. Vous trouvez où le problème? Où se trouve le problème? Non, mais je veux dire que les institutions auraient dû résoudre les équations. Mais pourquoi elles n'ont pas pu? Voilà. Pourquoi elles n'ont pas pu? Parce que quelque part, elles sont ankylosées. Mais pourquoi elles sont ankylosées? Parce que la gouvernance pose problème. Merci. Non, c'est pour répondre à madame. Merci beaucoup, Babacar Justin Ndiaye. Merci également à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Mention spéciale à l'équipe technique. Demain, Inch'Allah, à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. C'est bien.